Oui, j'avais annoncé que, enfin, on avait peut-être annoncé sur le site que la deuxième heure, le séminaire aurait lieu en salle 2, mais finalement, il semble plus commode, au moins pour maintenant, de garder les 2 heures dans la même salle ici. On verra ensuite en fonction des disponibilités du collège. En première heure, je vais donc probablement terminer la promenade dans les monuments de Nizza. En deuxième heure, donc au séminaire, la présentation sera assurée par mes collaborateurs Samra Azarnouch et Michael Shenkar, avec éventuellement mes interventions, mais ce sera peut-être plutôt la semaine prochaine, mes interventions, sur un dossier lié à Nizza, mais de caractère plus épigraphique qu'archéologique, puisqu'il s'agit du dossier des ostracas, des inscriptions à l'encre sur tesson, dont j'ai déjà fait mention à plusieurs reprises et qui demandent un examen beaucoup plus concentré. Je ferai une petite pause entre les 2 heures, 5 à 10 minutes, si des gens veulent venir me poser des questions, parce que à l'issue de la deuxième heure, j'ai un avion à prendre, donc je m'éclipserai immédiatement. Bon. Voilà. Un petit retour sur cette question épineuse de la salle ronde. Vous vous rappelez que j'avais présenté donc les nouvelles options des fouilleurs italiens qui voient une coupole parabolique partant directement du sol, ce qui change évidemment et complètement des anciennes restitutions avec un cylindre à paroi verticale terminé en haut en fausse coupole. J'avais donc signalé que ces restitutions n'ont pas convaincu le fouilleur russe actuel, Pilipko, qui en fait n'y croit pas. Alors, les pièces à conviction, enfin voici une partie, je ne vous avais pas montré la dernière fois. Oui, effectivement, bon, ça rend un tout petit peu perplexe parce que voilà ce qu'ils ont effectivement relevé assise par assise sur 3 parties du pourtour de la salle. Alors vous voyez que donc, quand il y a 2 petits traits, ça indique les joints des briques. Et ça c'est une épaisseur de briques. Bon, disons une 12-15 cm. Ça, c'est les joints. Et en 3 endroits, il constate effectivement un léger fruit. Ça, c'est le fait que les murs se déversent un peu. C'est des choses que nous avons tous constatées en fouillant la brique crue. Mais pour des raisons, enfin avec des arguments qui semblent extrêmement fouillés, ils sont quand même amenés à restituer une courbe comme celle-ci. Donc les sections observées sont reportées ici. J'ai l'impression quand même que sur la restitution, il donne un fruit plus accentué que dans l'observation de la réalité, mais il faut aller voir plus en détail la publication, ce qui demande en fait l'aide d'un architecte. Ils ont par ailleurs des arguments portant sur des tests de compression des briques. Semble-t-il, ils ont pu calculer les poussées aux divers endroits de la voûte effondrée et arriver à la conclusion que la voûte de briques allait jusqu'en haut. Bon. Pour le moment, je laisse la question ouverte. Nous aurons le 27 février le meilleur expert apte à y répondre, qui est donc Antonio Invernizzi, responsable de la mission italienne. Et nous lui poserons la question. Alors, j'en viens maintenant à un autre des édifices autour de la grande cour, ce qu'on a appelé la salle carrée. Voici. Premier état. Donc, alors, on voit tout de suite que elle a une analogie avec le bâtiment, le dit bâtiment rond qu'on avait vu la fois précédente. Non, pas bâtiment rond, excusez-moi, le bâtiment rouge qu'on avait vu la fois précédente, mais cette analogie concerne uniquement la partie, voilà, le bâtiment rouge, ici, la salle carrée. Alors, vous voyez que, et par les dimensions, et par la présence de 4 colonnes de briques, l'élément central est identique. Bien. Mais la comparaison, en fait, s'arrête là, puisque le bâtiment carré comporte un certain nombre de pièces annexes
Le bâtiment rouge comporte un certain nombre de pièces annexes desservies par un corridor extérieur qui va tout du long et qui n'ouvre pas direct, donc ces pièces n'ouvrent pas directement sur l'élément central. Et par ailleurs, il est évident que cet édifice rouge présente un important dispositif de filtrage, avec le portique à l'entrée en chicane ici. Ici, le parti est complètement différent, puisqu'il n'y a pas de corridor autour, il y a une seule annexe, donc il est ici parfaitement clair, encore plus qu'avec le bâtiment rouge. Il ne s'agit évidemment pas d'un bâtiment résidentiel, il n'a qu'une fonction cérémonielle, et par ailleurs, de tous les édifices de l'ensemble, il est le seul qui ne soit pas filtrant. Vous voyez ça, dans le premier état, il y avait 3 baies qui ouvraient directement sur la grande cour, ce qui amène évidemment à se poser des questions quant à la nature, au fonctionnement du bâtiment. Dans le premier état, le voici, avec donc 3 baies ouvrant par là, et apparemment, semble-t-il, un portique qui donnait de l'autre côté sur la zone des grands bassins. Donc, un bâtiment quand même, un caractère, je dirais, très peu privé, à l'exception de cet unique dégagement ici. Dans un deuxième état, la monumentalité s'accentue. On a ici le portique qui est remplacé par 3 pièces qui semblent avoir donné sur un balcon. Les colonnes deviennent plus monumentales, elles sont toujours en briques, mais là elles ont un aspect, une section quadrilobée. Les baies sont réduites à une, et par ailleurs sont installés des systèmes donc d'encadrement en redans, dont on suppose qu'en haut ça se terminait par des voûtes, donc disons une façade à la fois très animée et très impressionnante, mais non filtrante. C'est ce qu'on peut dire. Alors voilà, je vous avais déjà montré ça. Donc ce sont la restitution de l'aspect final de la façade, avec ces redans apparemment courbés, voûtés en haut, d'un type qu'on retrouve sur toute la longue durée de l'architecture de l'Asie centrale, depuis l'âge du bronze à Togolok jusqu'à la pleine période islamique, et les 2 tentatives successives de restitution intérieure, Madame Pugatchenkova, qui restitue un peu partout des niches ayant comporté des grandes statues de terre crue. On va voir pourquoi, parce que ces statues, on les a retrouvées, en tombées. Et dans la restitution de Pilipko, c'est un peu différent. C'est d'ailleurs assez bien argumenté. Lui, il pense, en fonction donc des pilastres d'appui au fond du mur, qu'il y avait en fait un plan à 3 nefs appuyées sur les grosses colonnes au milieu et puis sur des piliers à l'arrière. Et donc, il préfère mettre les niches en fait au fond entre les nefs, et sur les côtés une galerie continue avec les statues. Bon, en fait, tout ça, c'est de l'imagination, de l'imagination assez bien argumentée, mais de l'imagination quand même. Bon. Alors, justement, les fameuses statues. Alors, c'est ici. Je vous avais donc dit qu'on en a retrouvé des éléments. On a retrouvé des éléments de statues en terre crue, pas du tout dans l'édifice rouge. On en a retrouvé dans la salle ronde, avec notamment la seule de toutes les statues de Nizar qui soit identifiable, c'est-à-dire le portrait d'un souverain parthe, très vraisemblablement Mithridate Ier, fondateur de la ville. Ici, on en a retrouvé toute une quantité extrêmement impressionnante après la reprise des fouilles oui, c'est ça, après la reprise des fouilles en 1990. Voilà. On a plusieurs têtes quasi complètes. Là, ça a vraiment permis de faire des comptages. Il semble qu'on a des personnages masculins et féminins
peut-être à égalité de représentation, et d'autre part, certains personnages sont vêtus donc à la grecque, des drapés à la grecque, et des cuirasses à la grecque, et parfois, et certains sont vêtus à la parthe, c'est-à-dire avec des pantalons, des vêtements flottants à plis, et ce n'est pas du tout le même pli, évidemment, que dans les costumes grecs. Apparemment, mais ça, je n'ai pas pu vraiment vérifier, les armures grecques pourraient habiller à la fois des personnages vêtus à la grecque et à la parthe. Alors, ces trouvailles ont été faites non pas dans la salle elle-même, puisqu'elle avait été fouillée par l'ancienne mission maçonne Pugachenkova, ils ne les avaient pas trouvées là, ils avaient trouvé des fragments tombés, mais pas les têtes. Les têtes, on les a retrouvées, en fait, quand on a repris la fouille et dégagé une toute petite pièce qu'on appelle donc la pièce blanche, l'annexe blanche, et tout simplement, elles avaient été déménagées là. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle encore le corridor rouge, ici, la pièce blanche. Les têtes avaient été déménagées ici. Pourquoi? Quand? Pourquoi on a une hypothèse? Les fouilleurs ont fait une hypothèse, c'est que c'était tombé, et tombé ensemble. Donc on pense évidemment à un tremblement de terre. Bon. Quand? Alors là, comme j'ai dit, la chronologie de l'occupation de Vieille-Nisa à partir du 1er siècle de notre ère, la chronologie absolue est extrêmement incertaine. Je serai amené à en reparler. C'est lié en grande partie au non-enregistrement puis à la perte des monnaies dans les anciennes fouilles. Et ça, c'est pas rattrapable. Donc en fait, alors on a dit tremblement de terre au 1er siècle avant notre ère, tremblement de terre plus tard, tremblement de terre vers 450. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que ces têtes continuaient à être l'objet d'un certain respect, puisque, bien que n'étant pas dans des matériaux nobles, étaient en terre crue, on a tout de même éprouvé le besoin de les entasser avec un certain soin, enfin bon, de les regrouper dans une pièce. Alors, envisageait-on une restauration? C'est ce qu'on est amené, peut-être. Soit elles étaient considérées comme des objets sacrés. Alors, on a des exemples dans l'architecture bouddhique où toute statue ayant orné un monument bouddhique est censée appartenir au Bouddha. Et donc, quand on reconstruit le monument, on ne détruit pas les statues, on les enfouit ou on les englobe dans la nouvelle construction. Alors, peut-être y avait-il une conception de cet ordre. Peut-être envisageait-on une restauration. Bon. Alors, je vais être amené, évidemment, à reparler de ces têtes, mais pour le moment, les hypothèses sur les fonctions du bâtiment. Pour Marushenko, le premier fouilleur, c'était le mausolée, lui qui partait du texte d'Isidore, il y a des tombes royales. Bon, le premier bâtiment sur lequel il tombe, il s'aperçoit que c'est quelque chose qui n'est pas banal et qui n'est pas résidentiel, donc il le considère comme le mausolée du fondateur. À cette époque, on ne savait pas encore que le fondateur était Mithridate Ier. Pour Kochelenko, c'est un temple à l'iranienne. Alors pourquoi c'est un temple à l'iranienne? Parce qu'il y a 4 colonnes. Bon, et dans les temples du feu, le chartak, c'est encore l'expression Pélévi, enfin, le mot Pélévi qui les désignait, 4 arches appuyées sur 4 colonnes. Alors, il avait fait des comparaisons avec le temple de Surkotal, effectivement, dans la salle centrale, il y a 4 colonnes. Un supposé temple à Suse d'époque hellénistique, mais en fait, on ne croit plus beaucoup au fait que ce bâtiment ait été un temple. Et puis, alors, il ne le savait pas encore, mais je vais être amené à en reparler. Disons, ce qui peut être considéré vraiment maintenant comme le type emblématique du temple à l'iranienne hellénistique et post-hellénistique dans les provinces de l'Est, c'est-à-dire Tarti-Sanguine, où là, on est certain qu'étaient vénérées une ou des divinités à caractère local. Bon, mais alors, 4 colonnes, ça ne suffit pas à faire un temple. C'est ce qu'a évidemment critiqué Paul Bernard
depuis le début. Pugachenkova, pourtant assez prompte à chercher partout du sacré, ici a toujours dit que c'était une salle du trône. Bon. Donc, à nouveau, je vous renvoie au tiroir interprétatif que j'ai distribué il y a 2 semaines. On a un clavier et on peut jouer dessus. Voilà. Alors, il y a quand même des objections à l'interprétation comme salle du trône qui ne tiennent pas. Par exemple, pour Pilipko dit ça ne peut pas être une salle du trône puisque on n'a pas retrouvé de trône maçonné. Bon, on a quand même ici une niche, mais enfin évidemment il est assez douteux que cette niche ait pu abriter un trône puisqu'elle est voisine de l'entrée. Mais on n'a pas besoin de trône maçonné pour avoir une salle du trône. On a un admirable exemple trouvé il y a quelques années dans un monument dont je vais être amené à reparler, le palais de la première capitale du Khorezm, à Kazakliatkan, où dans la partie dans l'élément le plus central de cet extraordinaire monument, ils ont retrouvé ça, c'est en ivoire. C'est un élément de pied de trône qui évoque immédiatement les trônes des rois achéménides à Persépolis, avec la patte du lion, l'arrière de la patte du lion ici, mais en beaucoup plus élaboré. Bon, il est mutilé, mais vous entrevoyez ici des ailes, des décors végétaux, etc. On est dans l'élément le plus central du palais. Ce n'est pas encore complètement fouillé, mais on peut déjà dire que c'est la salle du trône. Et on peut déjà dire que c'est le trône. Et ce trône, il n'a pas été fabriqué sur place. Il vient certainement de l'Iran parthe. Donc, où asseoir les souverains parthes donnant audience à Nissa, vraisemblablement, plutôt que sur des banquettes en dur, il faut les imaginer assis sur des meubles de ce type. Bien. Donc des trônes précieux mais mobiles. Alors, revenons maintenant sur ces fameuses têtes en argile. L'analyse la plus fine a été donnée par Antonio Invernizzi dans un article tout à fait, à mon avis, très remarquable, sur l'art dynastique arsacide, paru dans Partica. Du point de vue stylistique, il l'aimait à l'époque hellénistique, disons, pour être prudent, deuxième moitié du IIe siècle avant ou 1er siècle avant. Il l'aimait un peu plus tardivement que la tête de Mithridate trouvée dans la salle ronde. On dirait des dieux, mais c'est très difficile à admettre parce que aucun des types ne correspond à un type connu d'un dieu grec. Alors, si ce ne sont pas des dieux grecs, ce ne sont pas non plus des dieux iraniens. Parce qu'à cette époque, le seul langage plastique connu pour figurer les divinités iraniennes, ce sont les types grecs. Alors, l'exemple le plus clair, c'est évidemment la statue de bronze de Séleucie, trouvée à Séleucie du Tigre, par la mission, enfin en fait c'est une trouvaille fortuite, c'est un Héraclès nu, mais pour bien nous aider, on a une inscription bilingue sur la cuisse en grec et en parthe, qui nous dit en grec « Ceci est la statue d'Héraclès qu'on a installée dans le temple d'Apollon », et qui nous dit en parthe « Ceci est la statue de Tyr, le dieu de la pluie, de l'étoile Sirius, de Mercure », dont on va peut-être être amené à reparler en deuxième heure, qui a été installée... non, excusez-moi. Ceci est la statue de Vahram, le dieu de la victoire et de la guerre, qui a été installée dans le temple du dieu Tyr, le dieu à la fois qui était entre autres le dieu de la divination, correspondant fonctionnellement à Apollon. Façon très claire de nous dire, ça peut se lire des deux façons. Bien. À Nisa, ce ne sont pas des dieux grecs et par conséquent, là-dessus je pense qu'on peut le dire assez clairement, ce ne sont pas des dieux iraniens. Ou alors, on peut se raccrocher à une branche, si ce ne sont pas des dieux iraniens, ce sont des ancêtres royaux divinisés, les Fravachis,
Bon, c'est dans cette direction qu'Invernizzi finalement s'est orienté. Ce qu'il fait remarquer, c'est que le type grec qui est derrière ces têtes, c'est le type du héros. Voilà, c'est l'iconographie du héros. Donc le héros, il est casqué. Alors celui-là, on voit mal sur la photo, mais le casque comporte un foudre de Zeus. Ici, ça se voit mieux, je vais être amené à reparler dans un instant. C'est un anguipède, c'est-à-dire un personnage tenant un bouclier. Voilà le bouclier, voilà la tête du personnage, et il a des jambes en forme de corps de poisson, ou de serpent plutôt. Un anguipède, donc un triton, un génie ou une divinité aquatique. On va en reparler. Ici, un personnage plus jeune, les yeux au ciel, un peu à la Alexandre, un peu comme la statue qu'on a retrouvée, la statue funéraire qu'on a retrouvée à Ichanoum, avec les cheveux flottants. Alors ça peut s'interpréter de deux manières. Ça peut être le code qui indique le Parthe, qui a les cheveux à l'air libre, enfin les cheveux, disons, flottants, non peignés. Ça peut être le code qui indique l'éphèbe, parce que donc on se coupe les cheveux au moment de l'éphébie. Donc ça peut indiquer un personnage à la grecque jeune. Bon. Ce que pense Invernizzi, enfin, bon, c'est une hypothèse, mais elle est assez, je la trouve séduisante. Il s'agit d'une galerie d'ancêtres, comme finalement ancêtre qui était aussi Mithridate, mais lui, on peut le reconnaître d'après ses monnaies. Ceux-là, on ne peut pas les reconnaître. Ils ne correspondent, du point de vue physiognomonique, on ne peut pas les identifier aux souverains parthes anciens qu'on connaît sur les monnaies. Mais ce pourrait être des images conventionnelles des ancêtres de la dynastie. C'est-à-dire que, comme c'était des personnages qui avaient vécu il y a longtemps, dont on n'avait pas de portrait fiable, bon, l'artiste grec, évidemment, ou élève des artistes grecs, a pu se lâcher et composer des types, en s'inspirant du type du personnage héroïsé, créer des types conventionnels pour représenter les statues des ancêtres. On a un très bel exemple de cela à la basilique de Saint-Denis, puisque tous les rois antérieurs à Philippe le Hardi ont été en fait sculptés sur leur gisant au XIIIe siècle d'une manière conventionnelle correspondant au type royal aristocratique de l'époque. C'est ainsi qu'on a un Clovis qui ressemble à Saint-Louis. Voilà. À un certain moment, bon, on commande une galerie d'ancêtres conventionnels. Objection, Philippe Caux a objecté à cette interprétation. Lui, il ne pense pas que ce soit des souverains parthes. Ces objections paraissent un peu faibles. Objection numéro 1, un parthe ne pourrait pas être représenté jambes nues. Bah oui, pourquoi pas. Bon, évidemment, c'est pas la convention vestimentaire à l'iranienne, mais à partir du moment où les artistes qui ont réalisé cette commande sont des gens qui s'expriment dans un vocabulaire artistique à la grecque, ça a pu aussi affecter la façon dont ils habillaient les personnages. Ceci dit, on sait que donc, certains étaient effectivement habillés à la Parthe et d'autres pas. Bon. Il n'y a pas... Alors, il y a objection peut-être plus sérieuse. Dans les fragments retrouvés, on n'a pas retrouvé... on n'a pas d'emblème proprement royal. On n'a pas de tiare, on n'a pas de diadème. Alors, serait-ce des ancêtres plus lointains, avant l'accession? Mais on sait aussi que les premiers Arsacides, sur leur monnaie, jusqu'à Mithridate, ne portent pas le diadème royal, puisqu'ils ne s'intitulent pas... Est-ce
est-ce que même ils s'intitulent Basileos? Ils ne se reconnaissent pas comme souverains pleinement indépendants. Ils conservent la fiction d'une soumission aux Séleucides. Donc, ils se font représenter avec leur bonnet de cavalier. Bon. À partir du moment, si un artiste grec a voulu représenter des ancêtres qui n'étaient pas encore des rois de plein exercice et les représenter à la grecque, il a pu choisir de les représenter en héros casqués. Tout ça, évidemment, est extrêmement hypothétique. Le languipède, ici, sur la joue, il ne serait pas impossible d'y voir une allusion au fait que, dans les légendes d'origine de la royauté scythe, les souverains scythes descendaient d'un dieu fluvial. Ce sont ces hypothèses, enfin, si je propose ceci, c'est que ça a déjà été proposé dans un autre cadre, le trésor de Tilia Tépé, dont Henri-Paul Francfort vous a parlé, dont on va être amené à reparler, où on a ce type de languipède, ici tenant une rame. On a dit c'est le dieu Oxus. Oui, ça pourrait être le dieu Oxus. Ça pourrait être aussi une allusion aux légendes d'origine de ces royautés scythes. En fait, si on dit c'est une galerie d'ancêtres, c'est une façon de réconcilier toutes les interprétations. Parce que c'est concevable dans un cadre laïque, de salle de réception, de salle du trône, c'est concevable dans un cadre, disons, de mentalité zoroastrienne, comme écrit Mary Boyce, les fravachis des ancêtres des rois regardant avec bienveillance les affaires conduites par leurs descendants dans la salle du trône. Il n'est même pas exclu que des images de Dieu pouvaient voisiner avec des images de rois. On en a la preuve aujourd'hui, on en a la preuve épigraphique avec le grand sanctuaire couchant de Rabatak. Dans l'inscription, le roi Kanishka nous dit explicitement « J'ai placé ici les images des dieux précédemment énumérés », puisque l'inscription commence par la liste des dieux qui sont vénérés dans ce temple, les images des dieux précédemment énumérés et aussi les images de mes ancêtres, à savoir, et il commence avec son arrière-grand-père. Donc les dieux et les ancêtres royaux pouvaient voisiner. Alors, je passe au dernier bâtiment en fait, que nous allons examiner, le bâtiment Tours, qui est celui qui a donné lieu au plus grand consensus, puisque en général on l'appelle le temple Tours. Même Paul Bernard dit que c'est un temple. Alors si Paul Bernard dit que c'est un temple, c'est que il en est vraiment convaincu. Bon, c'est ce bâtiment-là. Ici. Alors, qui est construit, on le sait maintenant, on le sait depuis peu, d'une même volée avec la salle ronde et la salle carrée. Tout ça, c'est un même programme de construction. Alors, évidemment, on ne manque pas d'arguments pour supposer que c'est un temple. D'abord, il comporte au centre une massive, monumentale plateforme de briques crues qui fait 20 mètres de côté et 7,50 mètres de hauteur. Marouchenko, quand il en avait commencé à la fouille, appelait ça une ziggourate. Alors, cette plateforme portait un étage, malheureusement détruit par le dit Marouchenko. Tout ce qu'on sait de cet étage, c'est qu'il comportait des colonnes, qui comportaient des éléments architectoniques en briques cuites, des statues en argile crue et des peintures dont on va être amené à reparler et qui ont été ramassées dans des débris de chantier jetés à côté du bâtiment lors des dernières campagnes de reconstruction. Alors, autre argument pour penser qu'il s'agit d'un temple, c'est qu'on a là non pas un corridor périphérique comme au bâtiment rouge ou un corridor partiel à la salle ronde, mais on en a deux. Un qui est en fait dans le corps de la plateforme centrale et l'autre qui est périphérique. C'est effectivement le corridor périphérique est un trait qui se retrouve dans un certain nombre de temples à l'iranienne. Mary Boyce y voyait
le temple du feu de Nisa, et elle a commenté sur le fait que ce feu était en hauteur, donc exalté, et surtout rituellement isolé, puisque il ne s'offrait pas au regard du premier venu, il y avait donc ces corridors qui l'isolaient, la plateforme, etc. Alors elle est un peu gênée parce que la plateforme est en briques crues, il n'y a pas de dallage, et dans la classification zoroastrienne des matériaux, la brique crue est considérée comme véhicule, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas démonofuge. Voilà. Elle peut conduire la contamination de l'impureté. On va être amené à reparler de ça parce qu'elle a raisonné dans ce sens à propos d'un autre bâtiment. Bon, moi je vois quand même des objections au fait d'y reconnaître un temple. Là, j'irai plus loin, je serai encore plus hypercritique que Paul Bernard, ce qui n'est pas peu dire. L'orientation au nord, tout à fait insolite pour un bâtiment ou soit funéraire, soit un temple à l'iranienne. Le fait que là aussi, il est ouvert de divers côtés, c'est insolite aussi. Et puis, les fameuses peintures qu'on a ramassées. Bon, on ne peut pas dire grand-chose sur les statues de terre crue, elles étaient en très mauvais état. Alors, les fameuses peintures ne représentent pas véritablement ce qu'on s'attendrait à trouver dans un temple. C'est en fait des scènes de bataille. On a une ici, vous voyez, 2 groupes de cavaliers affrontés. Voilà, ça c'est le dessin, ça c'est la photo. Ici, alors, c'est mal conservé, donc ça demande un petit effort de lecture. Vous avez un cavalier aux cheveux longs qui est en fait couché contre l'encolure de son cheval. Vous voyez le cheval, lequel cheval s'enfuit. Ce cavalier se retourne. Il est incontestablement habillé à la parte ou à la cite, avec des vêtements à longs plis. Il se protège d'un bouclier et il est dans une fâcheuse posture, puisque le bouclier a déjà reçu plusieurs impacts de flèches, et plus grave, lui, il a un impact de flèche dans le cou. Ici, enfin, si vous regardez attentivement, c'est rouge, le sang coule. Donc c'est une scène de bataille. Qui contre qui? Bon. Il serait curieux, le personnage donc peut être dit habillé à la Parthe. Il serait quand même curieux qu'au cœur de la capitale, on ait représenté les Parthes dans une si mauvaise posture. Alors, ça pourrait être, et l'hypothèse a été faite, les guerres des Parthes contre les nomades. On sait qu'ils ont fait des guerres contre les nomades qu'on appelle à l'époque Sas, et que même 2 de leurs rois, parmi les successeurs immédiats de Mithridate Ier, 2 de leurs rois sont morts de flèches reçues au combat contre les Scythes, les Sas. Alors on a aussi un visage féminin ici, avec 2 lettres, un epsilon et semble-t-il un gamma. C'est apparemment pas une déesse, on ne sait absolument pas quoi en faire. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est à la grecque. Alors, pour Mary Boyce, qui tient vraiment beaucoup à son temple du feu, s'est évertuée à trouver dans l'Avesta, le texte sacré des Zoroastriens, un passage que cette peinture pourrait illustrer. Alors, c'est dans le Yacht 5, l'hymne à la déesse des eaux Anaïta. Anaïta est implorée par divers héros pour le secours, et à un moment, elle est implorée par le guerrier Wistauru, qui est poursuivi par ses ennemis et qui supplie Anaïta, et qui s'apprête à passer une rivière, et qui supplie Anaïta de lui ouvrir un passage dans la rivière. Bon. Oui, alors on peut toujours dire que c'est Wistauru percé de flèches et qui s'apprête à franchir une rivière. Mais là, on est dans le domaine de l'extrême spéculation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que à l'époque hellénistique, il n'y a pas que des temples qui peuvent être sur des podiums. On a des exemples d'édifices à caractère palatiaux qui sont aussi sur des podiums. L'un des exemples les plus nets, c'est
en Jordanie, le château d'Arak el Émir, construit donc à l'époque hasmonéenne, ou à l'époque hérodienne, par les Tobiades, non, à l'époque hasmonéenne, qui est sur un podium assez monumental. Et c'est un château. Bien. Donc, je dirais, bon, disons, l'identification comme temple est probablement plus tentante que pour les autres bâtiments, mais elle ne s'impose pas absolument. Alors, un paradoxe à Nizza. Alors, excusez-moi, il faut que je retrouve. Voilà. L'un des nombreux paradoxes de la recherche sur Nizza, c'est que on est parti avec un seul texte à se mettre sous la dent, c'était la notice d'Isidore, les tombes royales, et donc la quasi-totalité des chercheurs ayant travaillé à Nizza, soit a voulu reconnaître l'un des bâtiments comme l'une de ces tombes royales, soit quand ils ne le faisaient pas, s'est étonné de leur absence. La plupart des fouilleurs ayant supposé qu'une partie des installations servait au culte funéraire des rois défunts, et notamment, on en a parlé la semaine dernière, à propos d'Ériton. 2 chercheurs seulement ont écrit que ces tombes royales avaient été trouvées. L'un, c'est moi, et l'autre, c'est Invernizzi, qui m'a approuvé. Il existe, mais ce n'est pas à Vieille Nissa, c'est à Nouvelle Nissa. À Nouvelle Nissa, qui est la ville proprement dite, alors que Vieille Nissa était ce qu'on peut appeler l'enclos, la forteresse royale, l'enclos royal, à la vraie Nissa, il existe un bâtiment qu'on a appelé, trouvé très détruit. C'est une restitution assez un peu olé de Madame Pugatchenkova, mais on sait que, on l'appelle le temple ionique parce qu'effectivement, on sait qu'il était périptère. Et on a retrouvé, les colonnes étaient en briques, on a retrouvé, en briques je crois, ou en bois, en briques, et on a retrouvé des éléments en briques de chapiteaux ioniques, donc il était entouré d'une colonnade ionique. Elle le restitue avec l'ouverture au milieu du long côté. Ce bâtiment est accolé au rempart. J'avais supposé, il y a longtemps, c'était dans ma thèse, que... ah oui, alors, ce qu'il faut savoir... Elle en a fait un temple à la grecque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emplacement, immédiatement après, a une destination funéraire. Contre le temple, contre ce bâtiment, viennent se coller des caveaux voûtés en briques. On a retrouvé tout pillé. On a retrouvé des os, on a retrouvé des clous, donc probablement des clous de cercueil. On a retrouvé des éléments de bijouterie, tout ça s'était pillé. Ils sont d'abord collés contre la façade, et puis la terre monte autour, et ils finissent par se retrouver en haut. Donc une nécropole qui s'agglutine contre un grand bâtiment. J'avais supposé donc il y a longtemps dans ma thèse, que ça pourrait être en fait un mausolée, et qu'on pourrait très bien imaginer d'en restituer l'entrée, non pas au milieu du grand côté, mais le long d'un petit côté. Alors, on a un excellent parallèle que connaît bien Henri-Paul Francfort, ici présent, puisqu'il l'a fouillé et publié. C'est ce qu'on appelle l'Héroon au caveau de pierre, au centre d'Aïranoum, qui est un bâtiment funéraire périptère, avec des colonnes de pierre, qui étaient en briques, des colonnes qui étaient en briques. On peut tout à fait restituer comme ça le bâtiment de Nizza. Les dimensions sont assez compatibles. Alors les Rhônes au caveau de pierre, on sera amené à y revenir. Il y a une hypothèse a été récemment émise par un antiquisant, Frolich, que ce serait en fait, à l'endroit où il est, ça ne peut être que le mausolée d'un personnage supposé fondateur de la ville. Bien. Alors, à Aïranoum, on a le mausolée du fondateur, c'est Kinéas. Mais après tout, il y a un deuxième fondateur d'Aïranoum, c'est Eucratide, puisqu'on est quasiment certain
qu'il a refondé la ville sous son nom, Eucratidien. Alors il en fait le mausolée d'Eucratide, ce qui ne va pas avec la chronologie proposée à l'époque. Alors je sais, on sera amené à en parler très bientôt. La chronologie des étapes d'Aïranoum est l'objet d'un débat extrêmement vif actuellement. Donc tout ça pour dire qu'on peut très bien imaginer que ce bâtiment de Nisa était en fait un mausolée royal et que entouré donc d'une certaine vénération, et que par la suite des membres de l'aristocratie ou tout ce qu'on veut ont souhaité se faire enterrer à proximité immédiate. Je signale qu'on a un cas bien connu en Asie centrale à une époque plus tardive, c'est à Boukhara le mausolée d'Ismaïl Samani, qui aujourd'hui se dresse dans un superbe isolement après que les restaurateurs soviétiques aient enlevé tous les tombeaux qui s'étaient agglutinés autour, et quand on voit les vieilles photos, on dirait une ruche, hein, c'est complètement entouré les gens continuaient à se faire enterrer autour du tombeau d'Ismaïl. Oui, alors j'en profite j'ai parlé de la difficulté que j'éprouve à identifier ces bâtiments de Nisa comme temples pour des raisons tenant à leur plan et à leur orientation. Alors voilà le temple de Tarti-Sanguine dont j'ai parlé. Alors, vous voyez tout de même que d'abord il ouvre plein est et qu'il n'a qu'une entrée, il est complètement entouré d'une muraille, il n'a qu'une entrée, et effectivement donc il y a un système de corridors, de pièces annexes, mais on n'est pas rien à Nisa ne ressemble au temple de Tarti-Sanguine. Et le temple de Tarti-Sanguine, il est construit à l'époque hellénistique, dans la tradition architecturale hellénistique, mais on a la certitude qu'il est voué à une ou plusieurs divinités locales iraniennes. On a plusieurs dédicaces aujourd'hui au dieu du fleuve Oxus, qui est un dieu iranien de plein exercice. Donc, si ces fameuses tombes royales étaient à Nouvelle-Nisa, ça amène à poser différemment la question des rapports entre les vivants et les morts, entre les deux Nisa. Ces tombes royales, ou supposées royales, aristocratiques, évidemment, ne sont pas conformes aux prescriptions canoniques zoroastriennes, puisque d'abord les ossements sont supposés avoir été exposés aux animaux. Bon, à Nisa, on ne peut pas vérifier, on n'a pas retrouvé les squelettes complets, mais ils ne sont pas supposés être enterrés non plus avec des offrandes. Et ils ne sont pas non plus supposés être dans des cercueils, le bois étant un matériau impur. Alors, faut-il dire adieu au zoroastrisme des premiers Arsacides ? Nous allons voir dans l'heure qui suit que certains ont pu se poser la question. Alors, je vais introduire une citation un peu longue de Mary Boyce parce que je l'avais donc convaincu. Enfin, je lui avais exposé mes arguments sur la question des nécropoles de Nisa à l'époque où nous avions travaillé ensemble sur ce qui devait être le volume 4 de l'histoire du zoroastrisme et qui ne paraîtra peut-être jamais, on espère encore que ça va paraître. Et elle était très très gênée par ces tombeaux, elle était très gênée d'avoir à considérer comme sépulture royale arsacide ce genre de monument. Alors, je vais vous lire ce qu'elle écrit là-dessus parce que c'est typique de sa démarche. Face à des monuments, à des restes archéologiques, elle se met dans la peau du zoroastrien. Voilà. Parfois, ça marche très bien. Parfois, ça part un peu à l'aventure. Et c'est un peu, à mon avis, ce qui lui est arrivé là. Cette interprétation d'un bâtiment édifié dans une ville zoroastrienne située au cœur même de la Parthienne et près d'une forteresse royale, donc là,
raison, hein, présente des problèmes inextricables. Car même si l'on devait supposer que ceux dont les corps présumés embaumés étaient ici déposés appartenaient à un groupe de citoyens non zoroastriens de Nisa, par exemple des Hellènes aisés, on se trouverait dans une situation remarquable, à savoir que les autorités civiques auraient permis à ce groupe de violer, au détriment de leurs concitoyens zoroastriens, toute une série de lois de pureté fondamentales du zoroastrisme. Si les clous qui ont été trouvés étaient effectivement des clous de cercueil, il faudrait en déduire que les corps étaient placés dans des cercueils en bois. Eh bien oui. Alors que le bois, étant poreux, était considéré comme permettant à la pollution de la matière morte de s'échapper. Donc, pendant la longue durée où ce bâtiment fut utilisé, la pollution aurait continuellement augmenté de l'intérieur, créant, selon le mode de pensée zoroastrien, un lieu de dangereuse infection ahrimanienne. Ahriman, qui est le chef des démons. La montée subséquente du sol environnant jusqu'au niveau du podium aurait amené cette infection au plein contact avec la bonne terre, c'est-à-dire qui est une divinité. Seuls des murs de briques crues, eux-mêmes poreux, protégeant de cette contagion les passants de manière tout à fait inadéquate. De plus, comme ce supposé charnier habitait directement contre le mur de la ville, et donc était en connexion, paiwand, connexion rituelle ou d'impureté, avec eux, quiconque marchant sur les remparts ou se trouvant de quelque façon en contact avec eux aurait été, selon la pensée orthopractique, affecté par ces impuretés. C'est un parfait document de médecine légale. Une très grande historienne du zoroastrisme, confrontée à des données archéologiques qu'elle ne peut pas intégrer dans son système. Alors, évidemment, à ce moment-là, où on reconnaît que le système ne marche pas du tout, où on assouplit le système, ce que moi je pense qu'on peut faire, puisque on n'a pas de raison impérative de supposer que les règles funéraires zoroastriennes qui sont édictées dans l'Avesta, dès cette époque, s'appliquaient à tous les niveaux du corps social. En fait, oui, alors, que propose Mary Boyce donc pour ce bâtiment? Alors, elle n'est pas du tout satisfaite donc elle ne peut pas supposer que c'est un mausolée royal, puisque ça ne peut pas être zoroastrien. Elle ne peut pas non plus supposer que c'est un mausolée de Grecs vivant sous les Parthes, parce que les zoroastriens n'auraient jamais laissé construire une horreur pareille à l'intérieur de la ville. Donc elle suppose que c'est une trésorerie et que les os qu'on a retrouvés, eh bien, c'est les os de pillards de la trésorerie qui se sont trouvés tués sous l'effondrement des galeries, des tunnels qu'ils ont fait pour piller. Bien. En réalité, la réalité, c'est qu'on ne connaît, après l'époque achéménide, strictement aucune tombe royale iranienne. On ne sait même pas comment, dans leur tombeau à magnifique façade de pierre, étaient enfouis les souverains achéménides. On n'en sait rien. Il existe un témoignage unique et tardif d'époque islamique sur la manière dont un roi sassanide a été inhumé. C'est Khosrow Ier, puisque des textes islamiques font supposer qu'il était embaumé, puisque on a le thème littéraire de la visite au corps de Khosrow, comme on a chez nous la visite au corps d'Alexandre, lui aussi embaumé, et la visite au corps de Charlemagne. Là, on a le thème de la... C'est récurrent, en fait. On dit, selon une tradition probablement légendaire, le calife Al-Mamoun, qui se revendiquait d'un programme politique, néo-sassanide, aurait été serré la pince à la momie de Khosrow Ier. Donc, disons, ça laisse supposer qu'il existait au moins une tradition selon laquelle les corps de ces rois étaient embaumés. Oui, et Cyrus, on sait que Cyrus était embaumé. Oui, mais alors là, on est à un moment où la question du zoroastrisme de Cyrus est une question en soi. Bien.
j'ai encore un petit peu de... Oui. Alors, quelques réflexions finales sur tous ces monuments. Bon, l'évidence épigraphique qui va être étudiée, qui va être examinée dans un instant, indique sans doute possible qu'il y avait des lieux de culte, et des lieux de culte du feu, et des lieux de culte de divinité, disons, la divinité iranienne ou assimilée, à Nisa ou près de Nisa. Mais ça, on peut le dire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que à Vieille Nisa, toutes les identifications proposées comme temples, elles ne sont pas toutes systématiquement à rejeter, mais elles se heurtent toujours à 4 objections sérieuses, qui sont, je l'ai dit, l'orientation, la multiplicité des entrées, l'absence dans les vestiges retrouvés de tout ce qui pourrait être interprété comme un hôtel ou une base, et l'absence dans les images retrouvées, dans les images peintes ou sculptées, de toute image pouvant être identifiée comme une divinité. Les seules images de Dieu trouvées à Nisa, ce sont des petites statues en marbre grec importées, retrouvées à la Maison Carrée. Jamais dans les bâtiments où on suppose qu'il y avait des images des dieux. Alors, autre question fondamentale, Nisa était-elle une ville? Oui, très vraisemblablement, Nouvelle Nisa était une ville. Vieille Nisa, c'est quelque chose, c'est un organisme qui ne se comprend qu'en dépendance d'une ville qui est ailleurs. C'est un enclos royal, c'est un enclos cérémoniel, là-dessus on peut être complètement d'accord, où on n'y habitait pas. Les seuls locaux à caractère d'habitation qu'on a pu identifier, ce sont des locaux, une rangée de locaux très modestes qu'on a trouvés du côté nord d'un des édifices de réception. Le long des rangs, partout où on a fouillé, en fait, on a trouvé soit des grands locaux à caractère public, soit des entrepôts, des celliers, etc. Pilipko résume bien la situation. La situation pourrait avoir été semblable à celle d'édifices fonctionnels contemporains, tels que les théâtres, les bâtiments sportifs, les temples, dans lesquels personne ne vivait, bien qu'ils n'aient jamais été complètement inhabités. Imaginez un personnel de gardiennage et puis un personnel de service qui pouvait être très nombreux lors des occasions cérémonielles. Alors, où habitaient ceux pour qui ça avait été construit? À Nouvelle-Nisa, des résidences hors les murs, c'est possible aussi, on sait qu'il y en avait, des tentes. Alors ça, le thème de la tente, de l'habitat sous tente est très récurrent dans l'archéologie iranienne. À Persépolis, on a toujours écrit, surtout depuis la construction du grand village de tentes à l'époque du dernier Shah, que l'aristocratie, tout le monde habitait sous la tente et qu'on était dans les bâtiments en dur que pour les réceptions. Alors, ce qui est net, c'est que ce qu'on voit nettement, c'est que dans tous les bâtiments, sauf probablement la salle carrée, il y a un processus de filtrage. N'entrait pas qui voulait, quand on voulait. Ça, c'est clair. Mais c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi à Aït-Khanoum. Tout le quartier central d'Aït-Khanoum, autour du palais, fait l'objet de filtrages successifs. Ce filtrage commençait, évidemment, par la grande cour. Que faisait-on dans la grande cour? Alors, pour Pilipko, on y priait et on y faisait des processions. Bon, oui, d'accord, on peut supposer ça. À Aït-Khanoum, voilà, la grande. Personne n'a jamais pensé que cette grande cour servait à des processions et à des prières. Et on sera amené à en reparler. On peut tout aussi bien supposer, moi c'est ce que je suppose, des grands rassemblements suivis d'audiences royales pour des catégories sélectionnées, et audiences qui ne se déroulaient pas toujours dans les mêmes bâtiments. Il pouvait y avoir un roulement selon l'occasion ou selon la catégorie reçue, plus ou moins éminente dans la hiérarchie politique. Alors, parmi ces bâtiments, ce qui est certain aussi, c'est qu'il y avait des salles de banquet. Je l'ai dit, et j'en suis encore plus convaincu au vu des conclusions qu'on va nous présenter tout à l'heure. Nisa, c'est surtout un lieu qui servait à boire du vin. Et
dans des quantités proprement effrayantes. Bien. Évidemment, on s'accorde pour reconnaître cette fonction à l'édifice nord-est, dans lequel on a effectivement retrouvé des jarres, et je l'ai dit, c'est une hypothèse assez solide qui a été émise pour la maison carrée. On a un indice, difficile à interpréter, mais intéressant, sur le fait que tout à la fin, les bâtiments de Nisa avaient acquis une fonction mémorielle. Le thème de la ville après la ville est un thème que rencontrent tous les archéologues, parce que très souvent, la masse de matériel qu'ils ont à gérer, ce n'est pas la ville telle qu'elle a fonctionné, c'est la ville telle qu'elle est morte. Et ce que la ville est, telle qu'elle a été réoccupée, telle qu'elle a été pillée, telle qu'elle a été squatterisée. Et à Nisa, on a pas mal de matériel qui semble malheureusement difficilement datable, enfin ça c'est datable, qui renvoie à ce type de contexte. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça les sphéroïdes. Ce sont des petites boules en plâtre qui entouraient des restes de matière végétale. Ces petites boules portaient des empreintes de monnaie et de sceaux. Elles ont été retrouvées dans tous les bâtiments. Dans tous les bâtiments, alors il y en a un seul où on en a fait la cartographie systématique, c'est au bâtiment rouge fouillé par les Italiens, mais ils ont été cherchés dans les archives et en réalité, même si ça n'avait pas été clairement relevé à l'époque, on en a retrouvé dans tous les bâtiments. Ils étaient déposés, pas n'importe où, et ils étaient sur le sol, dans les coins, dans les passages des portes et le long des murs. Bien. Qu'évoquent ces objets curieux? Eh bien, ça évoque des bulles de scellement. Les bulles de scellement, il y en avait des vraies en argile crue sur les murs, j'en ai parlé à propos de la salle carrée, quand on construisait les écrans de briques. Ici, ce ne sont pas des véritables bulles. Ce sont des simulacres de bulles. On a l'impression d'un simulacre sacré, rituel, de quelque chose qui par ailleurs peut être fonctionnel. Mais ils n'ont pas fonctionné comme bulles. Ce n'est pas avec des boules de plâtre qu'on va sceller des murs. Et puis pourquoi y avoir mis de la matière végétale à l'intérieur? Alors, on est amené, en même temps, ça donne des dates, parce que certaines de ces monnaies dont les empreintes ont été apposées sur ces objets sont datées. Enfin, ça ressemble à des types datables. On est dans le 2e ou le 3e tiers du 1er siècle après Jésus-Christ. En fait, ce sont les derniers matériaux datables de Nisa. Les derniers ostracas, on va le voir, c'est très avant Jésus-Christ. Et puis sur les derniers sols, les sols supérieurs de la salle carrée, c'est première moitié du 1er siècle après. Donc là, on est dans la période, qui suit... c'est pas la période qu'on peut appeler l'abandon. Le site n'est pas abandonné. Il est probablement gardé, éventuellement entretenu au minimum, mais il a perdu sa fonction. Et alors, est-ce qu'il s'agirait d'un rituel de désacralisation? Est-ce qu'il s'agirait d'ex voto remis à déposés pour des puissances supposées tutélaires qui auraient été présentes là? Alors, on pense aux fravachis des rois du passé, etc. Bon, c'est très très difficile. On ne le sait pas, on ne le saura pas. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a retrouvé ce type de sphéroïdes, non pas seulement à Nisa, mais dans un certain nombre de sites de la région de Nisa, sites qui tous avaient eu un caractère officiel à l'époque arsacide. Comme si, disons,
L'adieu aux Arsacides. Alors, à un moment, les Arsacides existent toujours, puisqu'ils sont simplement, leur empire s'est recentré à l'ouest. Peut-être ne viennent-ils plus du tout. L'adieu aux Arsacides n'est pas une chose qui est allée de soi. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire avec cela. Je pense qu'on pourra poser des questions à Invernizzi qui avec ses collaborateurs, a certainement réfléchi beaucoup à la fonction de ces objets. Voilà, donc on en a donc terminé avec Nisa. À partir de la semaine prochaine, j'aborderai le site suivant de l'épopée de l'archéologie urbaine de l'Asie centrale antique, c'est-à-dire Aïranoum, site suivant, disons, contemporain de Nisa, mais évidemment dont la fouille est intervenue beaucoup plus à la génération suivante et a eu comme univers de référence en grande partie ce qui s'était fait avant à Nisa. C'était pratiquement le seul univers de référence qu'on avait. Après une pause donc, de quelques minutes, nous n'allons quand même pas quitter Nisa aujourd'hui pour la partie séminaire, et pas non plus la semaine prochaine, mais on va se concentrer sur le dossier épigraphique. Voilà. Donc, on peut reprendre dans peut-être 5 minutes. Si des gens veulent me poser des questions, soit de manière publique, soit de manière privée, ils le peuvent.